chance d'avoir avec moi donc, Jocelyn Touzeau du pôle EMC2 qui va vous présenter plus en détail donc, cet appel à projet et l'offre d'accompagnement également du pôle, parce que on le voit bien, hein, c'est important d'être bien accompagné. Et également Catherine Simon, conseillère numérique industrielle du SGPI, secrétariat général pour l'investissement, qui parlera juste après moi et qui présentera un petit peu la stratégie robotique du gouvernement et comment est-ce qu'on peut s'y inscrire. Le but de ce webinaire, c'est que ça soit très participatif. Posez vos questions soit dans la conversation, soit dans le petit espace Q&A. Moi, je vois tout et ça permettra ensuite de synthétiser les questions pour faire une belle phase de questions-réponses à la fin. Voilà. Hop. Donc, globalement, on a trois parties sur ce webinaire. Comme nous avons remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas adhérentes de Proxinov et qui étaient également adhérentes du pôle EMC2, je vais commencer par une légère petite présentation de Proxinov. Ensuite, je donnerai la parole à Catherine Simon. Et après, nous conclurons par Jocelyn Touzeau et la présentation du pôle et des petites différences de ce nouvel appel à projet. Quand on a commencé en fait à avoir cette idée de webinaire en fait avec le pôle MC2, on avait fait une phase de préinscription. Et dans cette phase de préinscription, donc il y a une bonne partie d'entre vous qui étaient préinscrites, on a posé des questions pour comprendre quels étaient vos besoins. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis, nous aussi, de mieux axer le webinaire. Donc notamment, vous étiez une belle majorité, quasiment 70%, à avoir besoin de comprendre plus en détail en fait, les différents guichets de France 2030. C'est aussi pour ça qu'on a demandé à Catherine Simon de parler un petit peu plus généralement de la stratégie France 2030. Vous étiez quasiment un petit peu plus de la moitié à vouloir aller sur un appel à projet, mais pas forcément savoir lequel ni comment. Donc c'est aussi pour ça qu'on a... le but du jeu, c'est qu'à 12h30, vous ayez les réponses à ces questions-là. Comme du côté de Proxinov, on a aussi pas mal de fournisseurs de solutions. Dans notre cluster, vous étiez un bon tiers à souhaiter proposer vos technologies sans forcément intégrer un consortium. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles sur certains appels à projets, donc on pourra aussi en parler. Et on parlait tout à l'heure de l'importance d'être bien accompagné. Donc vous êtes une large majorité à souhaiter bénéficier d'un accompagnement, ce qui est plutôt bien. Moi-même, je me fais accompagner aussi quand je dépose des projets France 2030 et autres. Donc c'est une belle valeur ajoutée. Une petite présentation de Proxinov. Donc, nous, on est un cluster et un centre technique autour de la robotique industrielle. On a en fait deux grandes casquettes et deux grands types d'activités. En tant que cluster, notre rôle, c'est d'animer la filière de la robotique industrielle. On le fait tout au long de l'année avec une forte programmation événementielle, mais aussi la mise en valeur de nos adhérents dans le réseau, l'organisation de clubs qui sont des groupes de travail, une veille bimestrielle plutôt technique qui est envoyée à tous nos adhérents, et également notre usine pilote qui a un espace de 1000 m² qui permet en fait à nos fournisseurs de solutions et aux intégrateurs de pouvoir montrer leur savoir-faire. Et en tant que centre de ressources technologiques, donc on est labellisé par l'État pour cette activité-là, notre but c'est d'accompagner de manière neutre et en tant que tiers de confiance les PME et les TPE sur leur robotisation. Donc on fait ça avec tout un panel de services, du prototypage de solutions, des audits de robotisation, de la faisabilité, mais également des formations. Donc on est certifié Calliope. Ça permet vraiment d'aller accompagner de bout en bout les industriels qui en ont besoin et ceux qui ont besoin seulement de certains accompagnements, de faire des choses plutôt à la carte. Je parlais tout à l'heure du réseau, donc on est un peu plus de 200 adhérents, avec des profils qui sont extrêmement variés. On a un grand nombre en fait, d'industriels manufacturiers répartis sur tout le territoire français, qui sont vraiment au cœur du réseau et qui nous accompagnent main dans la main donc à mieux définir les priorités stratégiques
et nos axes de travail également. Nous sommes un réseau avec quasiment un peu plus d'un tiers d'intégrateurs également, des bureaux d'études, des concepteurs et des fournisseurs de solutions. Donc ça fait aussi une bonne richesse du réseau. Nous sommes implantés dans les Pays de la Loire, à La Roche-sur-Yon et en Normandie, au Havre. Donc la Normandie, c'est assez récent. On voit que dans le réseau, il y a un tropisme Pays de la Loire, Grand Ouest. Mais on a des actions en fait au national. Un réseau qui est aussi assez dynamique. On a plus de 50% d'adhérents supplémentaires sur les 5 dernières années. Et un réseau aussi qui est centré sur les TPE, PME. Je dis souvent qu'on est très pragmatique en fait dans ce que nous faisons parce que nous-mêmes, nous sommes une TPE et on a bien conscience en fait des besoins des TPE et des PME. Je vous parlais de l'usine pilote tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. C'est un espace de 1000 m² avec des cellules robotisées, avec des technologies assez variées qui permettent en fait d'aller travailler le besoin des industriels, de faire du prototypage, également de faire beaucoup d'acculturation, de la formation, du niveau moins bac au niveau bac plus 5 pour de la formation initiale, également de la formation continue pour les salariés. Et ça permet également, pourquoi pas, de mettre à disposition certains matériels pour des essais, pour les intégrateurs et également pour les industriels. C'est une usine pilote qui est en mouvement, il y a souvent du nouveau matériel qui arrive. Donc, par exemple, hier, on a eu la mise en service d'un AMR transpalette qui permet de soulever jusqu'à 1000 kg. C'est plutôt pas mal. Une forte programmation événementielle aussi. Donc, le webinaire d'aujourd'hui fait partie de cette programmation. Avec plus de 1000 participants en tout sur la totalité de nos événements, que ce soit chez nous à La Roche-sur-Yon, au Havre, ou bien sur nos salons en fait, qui sont à l'extérieur. Par exemple, on a participé à un salon à Angers qui était plutôt un succès en termes de rencontres et de définition de besoins industriels. Les prochains grands événements sur lesquels on peut vous attendre, c'est donc le 20 septembre, un webinaire de bienvenue pour nos nouveaux adhérents. On a eu beaucoup de nouveaux adhérents cette année et on veut être sûr qu'ils connaissent bien toute notre offre de services. La visite de l'usine 4.0 de SIC à Fribourg le 27 septembre. Un salon avec nos partenaires Quatrium à Nantes, un salon Industrie Grand Ouest, 1er au 3 octobre. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. On organise également dans nos locaux un rendez-vous tech sur la maintenance innovante le 8 octobre avec une très très belle sélection de technologies de nos adhérents qui viennent exposer et qui viennent les montrer. Et ensuite, un club financement avec des pitchs en fait, de nos adhérents qui ont des besoins de financement, que ce soit de la trésorerie plutôt pour des PME, des besoins d'investissement ou des besoins de développement entre guillemets un petit peu différents. On fait ça en partenariat bien sûr avec le pôle UMC2 et avec un centre d'innovation à La Roche-sur-Yon et des acteurs du monde bancaire et de l'innovation. En tant que centre technique, on porte aussi en fait des projets France 2030, soit pour nous, soit pour le réseau et avec le réseau. C'est aussi pour ça en fait que on a envie en fait de vous embarquer aussi sur ces projets France 2030. On montre qu'en étant une TPE et bien accompagnée, en fait, c'est possible. Et donc, typiquement, on a un tout premier projet dont on a été lauréat cette année, donc le projet Ligne Pilote 4.0, qui est une ligne flexible, reconfigurable, souveraine, donc avec des technologies made in France au plus possible, en open source pour de l'assemblage et du démantèlement de batteries et de petits électroménagers, et qui nous permet, en fait, à travers ce projet, de faire la promotion, en fait, des technologies des adhérents au travers de ce démonstrateur. Notamment avec des robots mobiles français de différentes tailles, différentes capacités. On fait aussi pas mal de travail autour de la 2e, 3e, voire 4e vie de certains robots, de reconditionner, parce que ça va aussi dans le sens des actions environnementales en fait, pour lesquelles on a eu à cœur aussi de faire ce projet. On est en phase d'audition d'un 2e projet France 2030 qui s'appelle Défi Transfert, où là aussi en fait on a organisé un consortium d'entreprises membres du réseau Proxinov pour pouvoir en fait mener à bien ce projet.
et également 2 partenaires en fait qui sont membres du réseau ou bien de notre écosystème entre guillemets un peu plus large comme Capacité, l'IRT Jules Verne. On est également en train de participer à un appel à projet autour de la formation qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir. Je sais que Catherine va en parler tout à l'heure, mais qui permet d'aller architecturer des formations autour de la robotique. C'est des appels à projets qui sont centrés sur une région économique. Donc là, on est sur la région Pays de la Loire. Voilà. Globalement, c'était une introduction qui était très rapide. Je serais ravie de pouvoir prendre un petit peu de temps avec vous, soit après pendant la phase de questions, ou soit ensuite. Mon agenda est assez ouvert, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vais passer la main à Catherine Simon, donc conseillère numérique industrielle, qui parlera donc de la stratégie robotique de France 2030. Donc, bonjour, merci de cette invitation à Proxinov. Moi, je suis toujours ravie quand je peux interagir un peu plus directement avec les entrepreneurs. Donc, dans ma présentation, je vais commencer un peu vite à expliquer ce que c'est que le SGPI. Donc, le SGPI, c'est un service du Premier ministre. Alors, aujourd'hui, voilà, hein, c'est un service d'État pour le Premier ministre, qui opère et exécute le programme France 2030, qui a 10 objectifs, des leviers, et qui est organisé, c'est 65 personnes, le secrétariat général pour l'investissement, et il est organisé en pôles, donc des pôles thématiques plus généralement technologiques, hein, et puis des pôles ressources, notre direction financière et juridique, notre direction RH, ce genre de choses. Je vous ai mis entouré en bleu foncé, gros cadre, que la robotique, comme l'électronique et la 5G, l'IA, etc., c'est dans un pôle qui s'appelle souveraineté numérique et dont je fais partie. Moi, je suis en charge des stratégies 5G, électronique et robotique. Mais vous avez aussi, puisque la robotique, c'est très transverse, des appels qui sont gérés par le pôle connaissance, par le pôle transition écologique, industrielle et agricole, par le pôle santé, qui s'appelle Agence de l'innovation santé, et bien sûr, un accompagnement pôle fonds propres. Et vous avez des référents dans les territoires, des référents France 2030 dans les territoires, à qui j'envoie assez régulièrement. J'essaie de le faire au moins une fois par mois ou quand j'ai vraiment des news, des infos. Je le fais aussi avec le réseau des clusters. Hein. Jade reçoit des mails qui disent voilà où on en est, voilà ce qu'on fait, etc. Et puis c'est l'occasion de le faire en live avec vous aujourd'hui. Donc, comment ça marche quand au sein du SGPI, donc là on peut changer le site après, concrètement sur les processus de décision. Jade, si tu peux me passer sur le slide d'après. Voilà, merci. Donc, on a, je l'ai dit, hein, on est un service du Premier ministre. Quand on en aura un, on pourra faire signer des tas de trucs. On a 6 pôles thématiques, je l'ai dit. On est un service qui s'assure que finalement les différents ministères qui ont chacun différents périmètres, hein, donc ministère de l'Industrie, ministère de la Défense, ministère de la Transition écologique, enfin voilà, on a 11 ministères impliqués et on les réunit une fois par mois dans ce qu'on appelle le comité de pilotage ministériel opérationnel, donc l'abréviation CPMO, je vais le dire plusieurs fois, donc retenez CPMO s'il vous plaît, c'est là où on réunit tous les ministères et on leur fait prendre des décisions. Et donc des décisions sur la stratégie et des décisions communes. Du coup, on a des stratégies coordonnées, on n'a pas la défense qui dit moi je veux des drones et puis l'agriculture qui dit mais moi c'est interdit les drones. Enfin voilà, on a une action sur l'innovation et robotique en particulier pour ce qui nous concerne, qui est coordonnée entre les ministères. On leur fait voter donc des décisions de stratégie. Après on leur fait on écrit des cahiers des charges, enfin
la mise en œuvre de cette stratégie par des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt. Et je peux détailler la différence si vous voulez. Et puis, on écrit les cahiers des charges, on leur fait voter la décision de publier le cahier des charges. Et là, hop, on passe la partie opérationnelle à l'opérateur. On a 4 opérateurs, Agence nationale de la recherche, donc ANR, ADEME. Alors ANR, c'est plus pour les projets très liés à la recherche, ADEME pour les projets très liés à la transition écologique, BPI France qui est notre opérateur majeur en ce qui nous concerne, et Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, pour ce qui est plutôt de traiter de la circularité ou de l'animation dans les territoires, etc. Donc, et l'opérateur, il met sur son site le cahier des charges, il a une plateforme pour recevoir les projets, il instruit les projets selon les différentes étapes et interpelle le comité de pilotage ministériel pour lui dire à chaque étape de validation pour que nous, on valide ou pas les recommandations que les opérateurs nous font. Donc, on peut changer de slide. Donc, le process est long. Jade, elle ne m'entend pas quand je lui dis, je ne sais pas, tu veux que je te fasse un signe comme ça. Merci. Le process est long. Hein. Désolée, l'État, c'est lent. Hein, mais c'est normal, hein, on dépense de l'argent public, on doit être sûr qu'on ne le fait pas n'importe comme. Donc, comme je disais, on définit la stratégie et dans le cas de la robotique, elle a été définie en mars et puis je vous présenterai la révision qu'on a faite après 1 an de bilan. Hein. On la décline, donc appel à manifestation d'intérêt, en général, c'est juste qu'on veut savoir quel écosystème, quelles sont les entreprises, les organisations qui s'intéresseraient à tel sujet. Et en général, ce n'est pas lié à du financement. Alors, ça arrive qu'on en profite pour faire du financement direct sur des projets qui nous ont été remontés par les appels à manifestation d'intérêt, mais souvent, c'est les prémices on regarde s'il y a un intérêt de l'écosystème et après, ça nous permettra de faire mieux le lancement d'un appel à projet. Un appel à projet, c'est on va chercher quelque chose de précis, de défini par cahier des charges et on va regarder selon les critères qui sont dans le cahier des charges si les projets, on veut les financer ou pas les financer. Après, donc quand on écrit le cahier des charges, on choisit l'opérateur et puis on définit des dates de relève. Et c'est ça, c'est des décisions qu'on doit faire signer par le Premier ministre pour que ça puisse paraître dans ce qui s'appelle le journal officiel. Hein. Là, ça paraît journal officiel et là, les opérateurs peuvent partir dans la partie exécution. Donc, ils nous font un choix d'experts qu'on valide ou qu'on ne valide pas en CPMO. On a une synthèse des projets qu'on reçoit. Après, on a une synthèse des présélections. Est-ce que ça rentre dans le cadre, ça ne rentre pas dans le cadre. Après, on a des synthèses d'instruction des dossiers ou pré-dossiers que vous avez envoyés avec ils passent en audition ou ils ne passent pas en audition, ou ils passent en dossier complet, ils ne passent pas en dossier complet. Et puis à la fin, on a une décision de financement. Et ça, tout ce process d'instruction prend environ 6 mois. Et une fois que vous avez la décision de financement qui est faite, on fait ce qu'on appelle une décision Premier ministre qui est signée par délégation de signature, soit par Bruno Bonnell, le secrétaire général pour l'investissement, soit par le Premier ministre quand le montant dépasse 15 millions d'euros pour un seul projet. Et après, vous devez signer un contrat. Vous recevez un courrier de notification. Voilà, le Premier ministre est ravi de vous dire qu'il finançait ce machin. Et puis, et vous avez en général 4 mois pour contractualiser avec l'opérateur. Sinon, la décision Premier ministre, qui s'appelle DPM, hein, chez nous, on a plein de cycles, devient caduque et nous, alors soit on vote et pareil, c'est une décision du comité de pilotage ministériel,
on vote que, OK, on étend le délai, soit on est obligé de refaire une décision de Premier ministre et c'est un peu plus lourd, donc on essaye de respecter ces délais-là. Voilà, après je peux revenir dans la partie questions-réponses sur l'organisation si vous avez des questions. Pour ce qui est de la stratégie robotique, eh ben, elle a un an, elle a été, enfin un petit peu plus d'un an, elle a été définie en mars 2023, donc un peu un an après les autres, hein, donc on avait un petit retard à l'allumage. On fait partie, comme j'ai dit, le SGPI a 10 objectifs, 6 ou 7 leviers. On fait partie de ce qui s'appelle le levier 2, qui est sécuriser l'accès, assurer l'approvisionnement en composants essentiels pour l'industrie. Et là-dedans, on est quelque part au sein du pôle souveraineté numérique. Moi, je m'occupe de tout ce qui est la composante hardware, en fait, matérielle, hein. Et donc, c'est l'électronique, les infrastructures, la 5G, et puis, bien sûr, l'équipement industriel ou l'équipement tout court, hein, voilà. L'équipement, hein, les outils pour les humains. On a lancé, contrairement à tout ce que tout le monde pense, 5 dispositifs. Ce qu'on appelle des 2 PEPR, donc ce qu'on appelle programme d'équipement prioritaire de recherche, donc qui sont de la recherche amont. En général, c'est du TRL, Technology Readiness Level 1 à 3, donc c'est vraiment très amont. Le premier qui s'appelle robotique organique, donc ça intéressera plus particulièrement les labos de recherche, hein. Robotique organique qui est très exploratoire et qui va aller chercher la robotique souple, la dimension d'appropriation, les liens robotique et société, comment la robotique peut transformer la société for good, hein, en tant qu'à faire. Et puis, voilà, c'est très, très exploratoire, donc très recherche. Et un programme d'équipement prioritaire de recherche amont, hein, même si c'est toujours du TRL 1.3, où là, on va chercher qu'à la fin du PEPR, on ait des briques technologiques clés pour la robotique, que ça soit l'intérieur du vecteur, hein, genre motoréducteur, etc., donc des briques technologiques mécatroniques, des actuateurs ou des briques logicielles. Et là, il est en cours de définition par différents laboratoires de recherche et un programme, et il est piloté par le CNRS. On a lancé une fiche thématique compétences et métiers d'avenir. Un peu difficile à trouver où c'est le truc robotique et industrie. Donc, c'est dans les fiches thématiques décarboner l'industrie. Et c'est le 3e sujet, c'est robotique et industrie du futur. Alors ça, c'est géré par la Caisse des dépôts. C'est une démarche simplifiée. L'appel est ouvert en continu, donc vous pourrez répondre n'importe quand. On a mis un budget associé au levier spécifique robotique et industrie du futur. Et on a peu de projets. Quand on vous dit, c'est 2 pages, hein, démarche simplifiée, c'est vraiment simple. Après, on vous dit souvent non en premier abord. Je le vois passer, moi, en systématique. On vous dit souvent non en premier abord. C'est parce qu'on préfère vous dire non en démarche simplifiée pour vous améliorer votre projet avant qu'on le passe à la Caisse des dépôts, qui est l'opérateur en l'occurrence, de manière à ce que ceux qu'on passe en dossier complet aient plus de chances d'arriver à leur fin. Après, si besoin, et que vous avez envie de monter un dossier compétences et métiers d'avenir, alors au sein du SGPI, on a des gens qui sont vachement cool et qui peuvent s'entretenir avec vous directement pour vous dire ah ben non, plus à gauche, plus à droite, n'oublie pas l'attractivité, n'oublie pas la parité, essayez de mailler les trucs, utiliser l'existant, enfin voilà, hein, ils vous aident à serrer votre projet. Et sinon, les référents dans les territoires ou les pôles, hein, et les clusters peuvent vous accompagner dans l'écriture de ces dossiers. Donc l'AAP Défi Transfert, qui maintenant est clos, qui est un appel, on a eu du mal à monter, il est un peu expérimental pour nous parce qu'on fait du continuum d'accompagnement d'innovation du TRL 4 au TRL 9 en 2 phases, en faisant coopérer dès l'amont
dès le démarrage, 2 opérateurs, l'Agence nationale de recherche et BPI France, et en obligeant la tenue de consortium avec la chaîne de valeur recherche pour le transfert de briques technologiques clés, intégration, hein, parce que l'intégrateur a un rôle pivot et on a envie de soutenir des intégrateurs pour qu'ils prennent le risque et d'intégrer des solutions avec des innovations un peu en ligne pilote, hein, voilà, justement. Et on veut aussi aider les intégrateurs à devenir un petit peu plus gros, si c'est possible, parce que sinon, on a du mal à accélérer le déploiement de solutions innovantes chez nos industriels et notamment les TPE et les PME. Et puis, justement, un utilisateur final ou plusieurs qui doit faire partie du consortium dès le départ et qui s'engage au départ à faire une ligne pilote opérationnelle et on le rémunère pour ça. Donc, cet appel est clos. Je parle dans le détail un petit peu il est en cours d'instruction, hein, donc je vois qu'il y a Proxinov qui participe à un projet et les auditions ont lieu bientôt, là, la semaine prochaine et la semaine d'après, et donc on essaiera de prendre des décisions de financement avant la fin septembre. Pour ce qui est de l'AAP Robots et Machines Intelligentes d'Excellence, qui est aujourd'hui notre sujet phare, et comme je le détaille après, je ne vous en parle pas, mais il y a déjà eu 3 relèves et on en a finalisé 2 avec des décisions de financement. Il y en a une qu'on a relevée en juillet, donc qui est en cours d'instruction, et puis on a par avenant à la fois révisé la stratégie pour la cibler plus, suite à 1 an d'expérience, et puis on voit un peu ce qui a été proposé par l'écosystème, et puis parce que nous, on va chercher des choses spécifiques qui nous intéressent plus particulièrement pour répondre aux objectifs de France 2030. On peut changer de… Voilà. Donc, comment est-ce qu'on choisit de financer ou pas financer des projets? On a des critères qui sont génériques et qui sont inhérents à notre stratégie robotique. Il faut contribuer aux objectifs, un ou plusieurs objectifs de France 2030, et ou à ce qu'on appelle les filières stratégiques critiques, hein, donc énergie ou bâtiment, construction, j'en oublie forcément, mais voilà. Alors, quelque part, on a 19 CSF. On n'exclut pas Modelux, hein, qui est une filière stratégique, mais elle n'est pas critique. Hein, d'accord. Si on n'a plus de Modelux, on vit quand même pas mal. Si on n'a plus d'infrastructures énergétiques, si on a des problèmes d'alimentation en eau, si on a des bâtiments qui tombent par terre, on a un petit peu, ou des routes qui vont pas bien, on a un petit peu plus de problématiques. Avec un potentiel d'excellence, et ça c'est important, hein, c'est marqué dans le titre de l'appel, mais c'est de l'excellence partout. Quand on fait de la recherche, on a déjà une recherche d'excellence et on compte à la fois la conserver et voire la renforcer. On est selon, j'allais dire les organisateurs ou les syndicats, dans le top 4 ou le top 8 mondial. En termes de recherche, on est franchement reconnu pour un certain nombre de sujets et on a des chercheurs d'exception dont il faut que ça vienne irriguer notre entrepreneuriat qui est d'une dynamique incroyable. Donc, c'est voilà, dynamique entrepreneuriale et acteurs émergents. J'entends souvent, de toute façon, France 2030, c'est que les grands groupes. Je suis trop fière de dire que ma deuxième relève de l'AAP Robot d'Excellence, 97% du financement est allé à des structures de moins de 50 salariés, puisque c'est PME et TPE. Voilà, donc c'est pas vrai. France 2030, alors sur la robotique, clairement, moi je pousse pour ça. Je dis, oh, c'est bon, les grands groupes, ils ont assez d'argent. Ça dépend, ils ont parfois aussi des projets très ambitieux et qui sont vraiment bien, mais
mais je pousse pour que, non, c'est bien ouvert et c'est un vrai axe. On veut soutenir des acteurs émergents, on veut soutenir la dynamique entrepreneuriale de la robotique, qui est notre force, hein, en plus de celle de notre recherche. Et après, il faut avoir une forte ambition, hein, parce que malgré tout, au-delà d'un potentiel d'excellence, on sait bien que le marché français n'est pas suffisant pour développer et faire croître nos entreprises de façon pérenne. Et donc, il faut, et Made in France, hein, nous, hein, le blanc rouge. Donc, on veut que la valeur ajoutée reste sur le territoire national le plus possible, hein, et tant qu'à faire, aller chercher des marchés de forte croissance. Il y en a beaucoup d'émergents en robotique et sur lesquels on a des positions relativement privilégiées. Donc, ce slide-là, à mon avis, je peux le passer. Si ce n'est, j'avais mon petit nota bene. Attends, juste, j'avais mon petit nota bene. C'est avant la stratégie, qu'on formalise la stratégie. Il y a un appel qui s'est fait, qui s'appelle ANI, qui était un appel à manifestation d'intérêt industrie du futur. Donc, je n'ai pas arrêté de m'excuser pendant tout la fin 2023 et début 2024 pour dire que, oh mon Dieu, quand je suis arrivée, moi, on m'a dit, oula, c'est un an de retard, il faudrait vraiment traiter ces 600 projets, voilà. Donc, celui-là, il est clos, il a été géré plus ou moins bien, hein, mais il a conduit à le financement de 32 projets, 46 lauréats. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà injecté 56 millions d'euros dans la robotique, notamment pour l'industrie 5.0. C'était quand même très… il y avait de l'IoT, il y avait de la 5G privée, il y avait quand même… c'était assez multitech. Hein, c'était très industrie du futur, mais toutes les briques technologiques. Et déjà, on a investi et engagé… alors après, c'est engagé, mais ce n'est pas dépensé, hein, parce que ça se dépense au fur et à mesure des jalons. Mais 160 millions d'euros pour la robotique française. Donc, je suis assez contente de ça. Donc, voilà, je ne détaille pas plus. Voilà. Mais, donc, après, je voulais vous parler des résultats qui me permettent d'avoir fait un bilan à 1 an d'où on en est. Donc, on a eu 113 sur 3 relèves de la P-Robot et machines intelligentes d'excellence. On a eu 113 projets déposés, donc c'est pas mal, hein. 165 structures candidates et une assiette totale d'investissement. Ça veut dire que quand vous nous proposez un projet, vous dites, oh là, ça va nous coûter la somme globale de temps et du coup, on veut être aidé. Alors, en général, on aide dans un taux, c'est marqué en dessous, de l'ordre de 50%. Donc, vous devez financer le reste à charge des 50%. Donc, ce que je constate, alors pas par dépit, hein, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a eu peu de projets en consortium, on a eu beaucoup de projets individuels, plutôt des projets avec des petites assiettes, hein, la moyenne est plutôt 2 millions d'euros, ce qui fait que l'aide, elle est plutôt de l'ordre de 1, ou peu de projets supérieurs à 4 millions d'euros, et du coup, ça nous a amené à réviser nos assiettes, hein. Et puis, on a eu une mobilisation forte et je remercie et j'espère qu'elle continuera de petites entreprises et de PME et une mobilisation forte des territoires. Non, ce n'est pas qu'en Île-de-France que nous finançons des projets, bien au contraire. Alors, petite compétition entre Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui sont quand même les 3 grands pôles qui ont répondu. Mais bon, un projet en Corse, des projets en PACA, en Bourgogne-Franche-Comté, absolument toutes les régions, et aussi des projets en Île-de-France, hein, on ne les ignore pas quand même. Mais majoritairement plutôt dans les territoires, et c'est ça, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc après, je vous ai mis les résultats détaillés par relève. Et voilà, c'était ma fierté de pouvoir dire que oui, on soutenait principalement par le programme France 2030 des projets de PME, PMI. Après, j'ai mis la liste des lauréats
avec un petit descriptif et puis les noms des entreprises. Et alors, PE, ça veut dire petite entreprise. Après, soit j'ai précisé parce que je le savais, soit je ne le savais pas. Donc, on a du drone, de la robotique de téléprésence, de la robotique industrielle. On a à peu près tous les profils, etc. Donc, serait 3 ou 4, je crois, projets collaboratifs sur ces 20, mais tous avec vraiment une vraie qualité d'excellence. Ça rentre dans les clous de ce qu'on recherche et on est ravis de ça. Donc, vous pourrez l'explorer quand Jade vous enverra, et du coup, peut-être faire un pont en disant, oh, bah, si ça a été financé, peut-être que moi, mon projet, finalement, il rentre dans les clous. C'était un titre d'exemple. Enfin, je suis très contente de, de, de voir plein de sociétés de robotique que je connaissais et certaines que je ne connaissais pas, que ça me permet de connaître, qui sont maintenant lauréats. J'ai enfin mes premiers lauréats, et des vrais, si je peux dire. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors, de ce bilan, on en a tiré une révision. Alors, j'allais dire à la marge, pas totalement, hein, mais une révision de notre stratégie où on va cibler des choses, parce qu'on avait dit tout type d'équipement, tout ce qui va bien, du moment que ça s'appelle équipement industriel, qu'il soit robotique ou pas robotique. Et là, on va focaliser quand même, sans vous dire qu'on va refuser le reste, hein, si c'est un beau projet qui est en dehors de ces trois typologies, on le regarde quand même, hein, mais on va chercher quelque chose d'un peu spécifique, plus particulièrement la robotique agile. Alors, je vous ai mis la définition de ce qu'était la robotique agile parce que pas tout le monde l'appelle comme ça. Et on a ouvert l'appel à projet robot d'excellence à l'actuateur, par exemple, le motoréducteur, le capteur. Donc, à tout ce qui est composant qui vient fonctionnaliser les vecteurs ou qui vient en fonctionnalisation de la solution, hein, robotique. Donc, par exemple, en lauréat, je vérifie qui sont lauréats parce que j'ai l'air si je vous dis un lauréat qui ne l'est pas. Oui, voilà, en lauréat, on a un projet qui s'appelle FINRIP et ils vont nous faire des préhenseurs qu'ils appellent pluridigitaux, donc, et modulaires, etc. Donc, un actuateur finalement pour l'appréhension hyper adaptable, etc. C'est un préhenseur agile, ou en tout cas qui va aider à l'agilité de la solution robotique. La fabrication additive est dans sa dimension chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir des projets où on lie un petit peu, à la limite, design génératif, matériaux innovants et procédés de fabrication additive. Là encore, on considère, nous, équipements industriels, robotique, la fabrication additive. Si vous avez la tête, par exemple, vous fabriquez des têtes pour la fabrication additive, eh ben, ça peut rentrer dans le cadre de nos appels. Donc, on peut, qui ne rentrent pas dans nos critères, c'est les projets qui sont 100% logiciels. Et je peux expliquer pourquoi, parce que vous avez d'autres endroits où vous pouvez vous faire financer au sein de France 2030 pour la partie logicielle. C'est un autre comité de pilotage ministériel opérationnel qui s'appelle le CPMO numérique et qui, lui, est en charge des stratégies cloud, IA, technologie immersive, enfin, tout ce qui est purement logiciel, en fait. Donc, c'est à ces appels-là qu'il faut répondre. Et le troisième sujet d'intérêt particulier, c'est ce qu'on a appelé robotique mobile en milieu ouvert, mais c'est les drones, hein, voilà, parce qu'on a le secrétaire général à la Défense et la Sûreté nationale, la défense dans nos comités ministériels et qu'on a aussi des
des potentielles crises et catastrophes naturelles, crises sanitaires, guerres, auxquelles les drones sont particulièrement adaptés. Ils sont aussi adaptés à l'agriculture, pas juste à la sécurité, etc., au transport, etc. Donc, ils sont assez génériques. Là, on ne financera pas, je l'ai mis quelque part, je pense, on ne financera pas la robotique agricole pure. Hein, j'espère toujours que le pôle transition qui s'occupe de la robotique agricole relance un dispositif pour l'équipement agricole robotisé. Je suis ça de près, parce que s'ils ne le font pas, ben, éventuellement, on refera un avenant pour réaccepter. Mais on prend le drone terrestre qui, une fois fonctionnalisé, peut servir le marché de l'agriculture s'il est plus générique et qui peut servir d'autres marchés. Voilà. Donc, ça, c'est pour la robotique. Et on a 2 axes transverses qui comptent beaucoup pour nous. Le premier, c'est de la convergence entre l'IA et la robotique, parce qu'aujourd'hui, d'abord, cette convergence IA et robotique, elle est évidente depuis plusieurs années. Hein, sinon, c'est des automates, ce n'est pas des robots. Mais il y a aussi le fait qu'il y a la rupture ou pas rupture, il y a débat, mais la rupture de l'IA générative qui nous a amené à travailler avec ADRA et la Commission européenne à un document spécifique qui traite de cette convergence de l'IA générative et la robotique et qui potentiellement, les progrès de l'intelligence artificielle peuvent nous amener à résoudre des problèmes de la robotique qui ne sont pas résolus par ailleurs, notamment une meilleure perception de l'environnement et compréhension du contexte dans lequel ils évoluent pour de la navigation, éventuellement qu'un robot puisse continuer d'opérer malgré des connexions de réseau, des interfaces homme-machine qui viendraient pallier le manque de compétences en robotique, en IA, en équipement industriel avancé de nos PMI de production. Voilà. Donc, on travaille beaucoup avec l'Europe, qui est un de mes nouveaux chevals de bataille en cette rentrée. Et puis, l'Europe, donc, par l'intermédiaire de la Commission européenne et ce qu'on appelle la DG Connect, nous a demandé, et nous sommes en écriture, de reformuler une roadmap, pardon pour l'anglais, une roadmap et un policy paper sur AI-powered robotics. Donc, on a fait roadmap et policy paper pour GenAI and Robotics en convergence. Et là, on élargit le champ à tout ce qui est AI-powered robotics. La Commission européenne n'entend plus parler de robotics s'il n'y a pas de l'IA avec. Tant mieux, plutôt que d'être un peu réfractaire à tout ce buzz de l'IA. Moi, je dis profitons-en parce que le buzz sur l'IA et le hyper-hype sur l'IA générative, il y a un certain nombre de fondements qui peuvent aider la robotique, et deux, j'ai dépassé mon temps de parole, mais de fou. Hein. Et deux, c'est quand même la robotique en profite pour remonter un peu sur le devant de la scène. On l'avait grave oublié, et là, elle revient un peu dans le hype. Et puis, l'axe circularité, les enjeux écologiques comptent pour 2 dans notre grille de notation des projets. Hein, ils sont x2. Donc, quand je mets dans les critères sur 5, eux, ils ont 2, quand les autres, ils n'en ont plus que 1. Donc, ça compte fort. Et on croit à une dynamique dans les territoires de circularité, et que la robotique peut être un vrai sujet de circularité. Après, on s'en fout des objectifs, vous savez les lire, parce que je vais aller plus vite. J'ai déjà dit TRL, donc on a modifié par avenant la Perrobo machine intelligente d'excellence sur une partie très technique. Donc, on a baissé les TRL de manière à ce que les gens qui n'ont pas pu répondre à défi transfert éventuellement puissent le faire en commençant à un TRL 4
avant on était TRL 6, aller jusqu'à TRL 9, on ne demande pas que vous fassiez des projets qui font 4 à 9, hein, mais 4 à 6, 7, 5 à 7, 8, 6 à 9. Quelque part, on vous demande de monter en TRL de 2 ou 3 niveaux de TRL dans le cadre de votre projet. On a baissé l'assiette minimale pour les projets collaboratifs parce qu'on a envie de projets plus collaboratifs. On croit qu'à plusieurs, les projets sont plus ambitieux et vous permettent de croiser toutes les disciplines. Et donc maintenant, c'est 2 millions d'euros au lieu de 4, ce qui, je pense, est très accessible aussi à des consortiums avec des PME et des PE. On a viré robotique médicale et il va y avoir un dispositif qui est en cours de… voilà, il faut qu'on attende qu'on ait un Premier ministre pour qu'il puisse signer sa sortie. Et il y a une stratégie robotique sur la robotique médicale. On a enlevé les équipements agricoles et j'en ai parlé, et la robotique spatiale et militaire. Mais par contre, je suis en cours de discussion avec l'Agence Innovation Défense qui, elle, a des fonds spécifiques pour les robots militaires. Voilà, donc j'ai dit qu'on mettait fonctionnalisation des vecteurs et puis vous avez les dates de relève. De toute façon, c'est tout géré par BPI. Il y a d'autres, enfin, vous ne rentrez pas dans le cadre, il y a d'autres appels. Il faut regarder compétences métiers d'avenir parce que ça ne concerne pas directement, mais c'est les talents, les formations. La robotique médicale, je viens d'en parler. Vous avez des appels génériques opérés par BPI France où vous pouvez répondre en tant que roboticien si vous pensez que vous ne rentrez pas tant que ça dans le cadre de nos appels qui sont quand même assez ciblés. Vous avez les régions à qui France 2030 a délégué une partie de son budget pour qu'elle puisse financer des projets régionaux. Donc, rapprochez-vous des référents France 2030 en région. Bon, j'ai parlé de l'Agence Innovation Défense et je vous ai fait la liste des appels génériques opérés par BPI France. Moi, je les regarde. Il y a énormément de projets dans toutes les stratégies. C'est juste qu'ils ne rentrent pas dans nos appels et donc et on les finance beaucoup. Hein. Et puis, mon nouveau dada, ce n'est pas juste un dada, hein, c'est de vous aider à répondre plus spécifiquement à des appels européens. Voilà. Désolée d'avoir été ultra longue. Merci Catherine. Je regardais pas l'heure, tu aurais dû me faire des… Oui, mais je pense que c'est intéressant et c'est des informations en fait qu'on n'a pas dans les autres webinaires en fait sur ce type d'appel à projet. Donc j'ai estimé que c'était bien de te laisser parler et puis tu as donné des informations que Jocelyn n'aura pas besoin de répéter aussi. Donc je pense qu'on aura quand même un espace de questions-réponses qui pourrait être assez long. Moi de mon côté, j'ai noté toutes vos questions et je propose qu'on y réponde après la présentation de Jocelyn. Merci Jade et merci Catherine. Du coup, c'est vrai que ça va un peu sabrer ce que j'avais prévu, mais c'est bien que ce soit toi qui le dise. Donc juste pour me présenter, donc je suis Jocelyn Touzeau, je travaille au pôle de compétitivité EMC2 qui s'attache à aider tout ce qui est les industriels et les entreprises manufacturières. Nous, on est basé, alors si tu peux, voilà, nous on est basé plutôt vers Nantes, mais c'est vrai qu'on a à peu près 400 adhérents repartis principalement Pays de la Loire, Bretagne, mais c'est vrai que ça va un peu partout au final. Hein. Il y a pas mal de projets. Les pôles de compétitivité, ça fera 20 ans l'année prochaine hein, qu'ils existent. Et ils sont là pour aider les entreprises justement à accéder à toutes ces solutions de financement. Alors Catherine le disait bien, c'est un peu divers. On en trouve un peu partout et selon les projets, il faut un peu les trouver. Nous, on est là justement pour vous aider et puis pour vous aider aussi à mieux construire ces dossiers. Donc c'est pour ça, notamment, si tu peux faire la suite, s'il te plaît, voilà, qu'on essaie de travailler sur différents volets. Et alors, encore la suite, s'il te plaît, hop, parce que ça, c'est les sujets actuels. Voilà, ça, c'est tous les leviers un peu qu'on retrouve dans les appels à projets et sur lesquels nous, on essaie d'aider les entreprises à avancer. Donc, principalement, on voit beaucoup de solutions de financement pour faire de l'innovation. Il y a aussi des choses sur tout ce qui est transformation. Donc, on entend beaucoup parler en ce moment,
Catherine le disait bien, hein, tout ce qui est environnemental, mais aussi tout ce qui est numérique. Et puis, on a aussi le volet en ce moment, excellence opérationnelle. Et donc, voilà, nous, ce qu'on essaie, c'est voilà, d'animer cet écosystème, de créer pas mal d'événements, ou participer à des événements comme aujourd'hui, d'accompagner pour l'innovation, pour répondre à ces appels à projets, et puis tout ce qui est transformation. J'en profite sur la slide d'après pour vous rappeler les événements qui arrivent dans pas longtemps. Donc, nous, une fois par mois, on fait des rendez-vous d'appel à projets, justement, pour vous aider un peu à décrypter ces différents appels à projets, un peu comme aujourd'hui. On sera aussi présent on organise le prochain PME DGA Tour qui sera à Angers le 17 septembre. Sur tout ce qui est électronique et système embarqué, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça permettra notamment de rencontrer les financeurs qui sont la DGA. On organise une Learning Expedition le 21 et 25 octobre prochain. Donc, c'est une délégation d'industriels qui va partir là à Montréal, donc au Canada, pour faire visiter des entreprises sur la thématique IA et manufacturing. Donc, il reste des places. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous explique ou on vous donne plus de détails. Et puis, on vient de lancer le forum EMC2, qui était l'ancien forum Open Innovation, qui sera le 29 octobre prochain. C'est l'occasion de venir pitcher un peu, que ce soit des besoins, des solutions, mais aussi ça peut être cette année, on voudrait aussi mettre un peu l'accent sur le savoir-faire. Voilà. Si tu peux passer. Donc, du coup, alors hop, je vais être assez vite. Donc, Catherine l'a très bien dit. Dans l'année dernière, il avait été lancé 3 appels. Donc, l'offre de robots et machines intelligentes dont on parle aujourd'hui, l'appel à projet défi transfert robotique, et puis l'AMI compétences et métiers d'avenir. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Le but, c'était de faire plutôt un focus sur le premier qui a été remis à jour. Donc, si je peux avoir la suite. Donc voilà, il y a 3 relèves qui avaient été faites. Alors j'avais fait une moyenne, mais elle a donné bien les détails, Catherine. Donc je dirais que sur le premier, on avait une vingtaine de projets, un peu plus, là, 22 de ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Et puis voilà, donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a une montée des dépôts de projets. Et nous, on l'a aussi constaté dans les labellisations. Ce qu'on voit, et alors du coup, je peux dire, je suis sûr, il y a à peu près 30% qui sont sélectionnés. Donc c'est quand même pas mal, avec une moyenne, on voyait de à peu près 3 millions. Et puis qu'il y avait beaucoup de PME primo-déposants, voire monopartenaires. Nous, ce qu'on a pu voir au niveau du pôle MC2, c'est qu'il y a eu 10 projets avec 6 labellisations. Il y en a 2 là d'ailleurs qui sont en instance qui avancent là, notamment pour cette session-là. Et ce qui est bien aussi, Catherine le disait, c'est que les projets peuvent être aussi redirigés. Ça veut dire que si on voit que tel projet, il peut correspondre plutôt à un autre guichet, ils n'hésitent pas à le dire, donner des conseils et d'avancer. D'ailleurs, Catherine le disait, hein, s'il y a des interrogations sur est-ce que ce type d'appel à projet peut répondre à un projet, faut pas hésiter à les contacter. Donc, tu me confirmes, Catherine? Oui, oui. Absolument. Donc, nous, on a eu 6 labellisations pour ça. Il y a eu 4 labellisations pour tout ce qui est défi transfert robotique qu'on a vu. Et puis, il y en a un en cours sur de l'AMI compétences et métiers d'avenir. Donc, on peut voir notamment, c'est vrai, sur les différents sujets, tout ce qui est drone, robots de production, plateforme logistique, solutions de levage, robots à câble, et puis des entreprises avec différentes tailles. Que ce soit des tout petites entreprises comme Ecobot, voilà, mais ça va à des plus grands comme Naval Group par exemple. Si tu voilà, donc du coup j'ai remis les liens. J'ai remis, alors on va aller très vite, mais ce qui est intéressant, c'est les 3 prochaines dates de relève qui sont la prochaine, ça sera le 10 octobre, et après il y en aura une autre en février 2025 et juin 2025. Je reviens Attendez pas. pas trop la dernière, parce qu'en général, la dernière, Voilà. on s'est potentiellement lâché sur notre budget et sur les validations d'avant. On est parfois un peu restreint sur que de budget. Moi, je conseillerais les 2 qui viennent et puis la troisième, on aura le temps de s'en parler. Sachant que l'année dernière, pour le coup, quand on avait parlé, c'était exactement il y a 1 an, on avait fait ce point-là. C'était très rapide parce qu'il fallait déposer pour le mois d'après, donc là c'était un peu compliqué, il fallait vraiment avoir le dossier. Là, il y a encore du temps.
Et puis, c'est un appel à projet qu'on connaît. Donc, normalement, j'avoue que les entreprises ont déjà eu des premières idées et ils avancent. Et d'ailleurs, on a des projets, d'idées de projets qui n'ont pas pu être déposés en juin. J'ai espoir que voilà, ça va venir dès les premières dates. Voilà. Alors, si tu vas à la suite, donc pareil, on va passer sur la suite. Toutes ces choses-là, ça a déjà été détaillé. De la même façon, voilà, hein, c'est vraiment 3 technos principalement, ce que disait très bien Catherine, et puis 2 axes transverses qui sont l'IA générative et l'économie circulaire. J'avais remis, mais c'est exactement ce que tu as dit, hein, c'est tout, il n'y a pas de pur logiciel, et puis certains secteurs, s'ils sont exclusifs, qui sont exclus, mais parce qu'il y a d'autres guichets qui existent. Ça Voilà. n'empêche Et pas. quand il n'y en a pas, il faut s'aller vers les guichets génériques. Et après, moi, j'ai une entreprise là qui dépose un projet avec du drone, mais multi-sujet. C'est-à-dire qu'on reste quand même Ça là-dedans et marche. il n'y a pas de problème. Voilà. Tant qu'à faire, on peut répondre aussi le dentaire, hein. On a eu plusieurs dépôts du même projet d'ailleurs, et puis d'autres sur le dentaire. C'est l'Agence Innovation Santé maintenant qui s'occupe de tout ce qui est robotique ou dispositifs médicaux innovants. Et le dentaire est clairement pas dans leur priorité. Donc, je ne sais pas trop vous dire, mais à mon avis, il faut essayer de passer plutôt par le générique. Voilà, ça répond à la question dentaire. Euh, Après, pour les principaux paramètres, donc pareil, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une baisse du taux minimal pour les projets collaboratifs, un peu justement pour inciter ceux qui sont les consortiums de se dire, bah non, mais vous pouvez y aller même si avec des assiettes plus petites. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 4 millions en projet collaboratif, c'est souvent ce qu'on voit sur les appels à projets nationaux. Donc là, se dire que l'assiette est 2 fois moins grande, enfin le ticket d'entrée est 2 fois moins grand, c'est quand même intéressant. Dire qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au TRL9, mais on attend quand même un gap, donc ce que disait très bien Catherine, de 3 niveaux d'écart. Mais Voilà, et puis, on commence à 4, hein, pas à 6. Hein. On commence à 4. alors là j'étais plutôt sur la cible, donc la fin, mais oui, oui, je corrigerai pour le coup. TRL 4. Et puis un truc qui était intéressant, c'est au niveau de la reconnaissance là. Il y avait une reconnaissance sur donc tout ce qui est forcément label des pôles de compétitivité, hein, mais aussi qui a été dit, c'est qu'on pouvait avoir une filière de reconnaissance par tout ce qui était les solutions industrie du futur à travers le corridor DF. Donc nous, moi j'avais prévu de voir avec eux là pour récupérer justement cette lettre et les contacts pour dès qu'on peut, dès qu'on voit des projets, essayer d'avoir ce volet-là, enfin cette labellisation, reconnaissance-là supplémentaire, si ça peut aider. Après, nous, on reçoit des courriers de soutien. Alors, quand ce n'est pas collaboratif, un courrier de soutien d'un futur utilisateur qui n'a pas voulu rentrer dans le projet parce que c'était trop amont, ou allez savoir. Et ben, nous, ça nous rassure du fait que, bon, il y a quand même un utilisateur final que ça intéresse. Donc, ça veut dire que le marché s'intéresse à la solution et à l'innovation. Le territoire, donc Ouais, c'est ça, tu chez avais nous, parlé de c'est territoire aussi, préfet, etc. les préfets, etc., les pôles de compétitivité des territoires, parce qu'ils connaissent les entreprises et donc, alors, si ce n'est pas la lettre standard, hein, si c'est ouais, on l'adore, il est membre de machin, et puis qu'il n'y a pas de spécificité de pourquoi ce projet-là, il est vachement important, et enfin voilà, on essaye, le courrier doit être un peu personnalisé par rapport au projet, hein. Mais c'est un plus, ça ne compte pas dans les instructions tant que ça, mais c'est un plus. On se dit, c'est quand même soutenu, donc voilà, ça ne compte pas dans les notes, mais ça compte dans l'attention qu'on y porte, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'un courrier de soutien d'un cluster peut être aussi également... Absolument, absolument. Un courrier de Proxinov, moi, on regardera. Ce que je dis, ça ne compte pas dans la notation, mais on regardera peut-être avec une attention un peu plus particulière, parce qu'on aura le point de vue d'un cluster, d'un territoire qui connaît l'entreprise et qui, quelque part, dit, moi, ce projet-là, je trouve qu'il est intéressant et c'est une expertise un peu indépendante à part.
Super. Pardon. Ok. Et puis, pour finir sur cet appel à projet, donc je rappelais les chiffres qui sont les mêmes qu'avant, hein, avec deux volets. Enfin, il y a un premier volet qui est tout ce qui est la partie recherche industrielle, et puis un second volet qui est plutôt développement expérimental avec forcément l'assiette de TRL qui change. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a ce pourcentage d'aide qui est forcément plus fort un peu pour la partie recherche, sachant que ça doit tendre, on est d'accord, vers le développement expérimental, parce qu'on cherche à avoir des TRL assez hauts. Voilà. Il y a une partie investissement qu'on ne retrouve pas dans tous les appels à projets. Ça, c'est intéressant. Et puis, ce que très bien disait Catherine, on fait attention dans tous les appels à projets qu'on voit maintenant sur la partie environnementale. Donc, forcément, c'est toujours du plus et du bonus. Voilà. Voilà, et puis il y a un pourcentage, vous l'avez noté, à 70% de subvention, 30% d'avance remboursable, au lieu de 60-40, si vous mettez un 2 sur la grille d'impact environnemental qu'on vous demande de remplir, hein, qui est atténuation, adaptation. Voilà. C'est ça. Tant qu'à faire, essayez de et mettre un 2, ça veut dire se committer sur, s'engager sur un chiffre, une mesure de votre impact positif environnemental. Mm. Et les ACV, donc analyse de cycle de vie, sont financés dans le cadre des projets. OK. Oui, si, on en a parlé, ouais. C'est vrai que je ne l'ai pas mis. Ouais. OK. Donc nous, justement, pour mettre ça un peu en parallèle, l'année dernière, donc mon collègue Laurent avait déjà parlé, on avait mis en place une offre d'accompagnement un peu justement pour aider à concevoir ces projets et à les constituer à différents volets en fonction des besoins de l'entreprise. Si tu peux passer, voilà. Donc nous, on avait forcément, pour tous les gens, on répond aux questions, ça, il n'y a pas de problème. Et après, pour les adhérents, on fait tout ce qui est justement la partie labellisation. Donc, on fait un accompagnement un peu plus soutenu pour aider à constituer ce dossier, donner des conseils, voilà, faire ce lien. Et c'est arrivé justement pour tout ce qui était assistance de rédaction de projet, donc écriture ou assistance pour le montage de projet, on en a fait. Voilà, ça, on fait un peu à la carte en fonction des besoins et des envies. Voilà, ça c'est des choses. Voilà, c'est vrai que sur cet appel à projet, tout ce qui était la robotique, là, ça fait quand même 10 accompagnements en tout, quoi. Voilà. Et puis, voilà, ça c'était un peu pour rentrer dans le détail de ce qu'on peut voir. Mais c'est vraiment la façon dont on réfléchit à comment on constitue un projet. C'est vraiment ça. Après, forcément, en adéquation de l'appel à projet, ce qui est plutôt logique. Voilà, donc pareil, ça sera communiqué. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à contacter donc soit Laurent, qui est notre directeur de développement, ou vous pouvez me contacter moi directement si vous avez des idées de projet, même voilà, la moindre petite question, renseignement, n'hésitez pas que ce soit sur ce guichet-là, mais ça peut être aussi sur tous les autres qu'on opère. Voilà. Je remercie Jade et Catherine. Voilà. Merci Jocelyn, merci Catherine. On peut passer à la phase de questions-réponses, si ça vous va. Moi, j'avais donc une question, j'avais deux questions sur la santé, sur le pôle innovation en santé. Est-ce que la robotique chirurgicale dépend du SGPI ou est-ce que ça va du côté du pôle innovation en santé? C'était une question de Frédéric Goudin. Alors, le pôle innovation santé est un des pôles du SGPI. Alors après, on a un problème de chaîne de valeur sur la robotique chirurgicale. Hein. On est vachement bon. On a des jolies, des très belles entreprises. Le problème, c'est que on a un problème de chaîne de valeur. C'est pour la. Oui, c'est ça. À Brang. Je ne sais jamais dans quel sens ça marche, mais le problème est dans la chaîne de valeur, c'est qu'au moment du déploiement, la partie commercialisation du robot de chirurgie, elle est souvent associée à la vente de consommables
de ces dispositifs médicaux. Et la vente de consommables de dispositifs médicaux, c'est 4 grands groupes américains et seulement 4 grands groupes américains qui font du deal à la Nespresso, genre je te vends la machine, tu m'achètes mes jetables. Pas tout à fait. Et donc, le problème, c'est que du coup, la valeur ajoutée, on a nourri l'innovation en la finançant, et la valeur ajoutée ne reste pas sur le territoire national, elle nous revient par les États-Unis. Donc ça, c'est des discussions qu'on a en cours de comment faire. Et puis, il faut peut-être développer des intégrateurs spécialisés en robotique médicale et chirurgicale, de manière à ce qu'on puisse accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'au déploiement, et qu'on ne doit pas avoir cette espèce de passage un peu obligé qui aujourd'hui est une réalité, vers les États-Unis. Oui, il faut qu'on arrête de vendre nos startups aux US. On est bien d'accord, mais ce n'est pas si simple. Après, ce qu'on n'a pas dit, je ne sais pas si c'est dans les questions, mais je me suis tellement battue pour que ça existe, c'est alors on finance aux alentours de 50-55%, ça dépend un peu voilà, DE, RI et compagnie, mais le reste à charge n'est plus 1 euro de subvention égale 1 euro de fonds propres. Vous devez simplement démontrer de façon un peu forte, parce que ça a été une bataille de haute lutte avec nos opérateurs, simplement démontrer que vous êtes en capacité, que ce soit par de la dette, de l'apport en compte courant des associés, du réinvestissement de vos bénéfices, vous êtes capable de financer le reste à charge. On ne vous demande plus 1 euro de fonds propres pour 1 euro de subvention. La problématique des fonds propres hardware est énorme, et pas que française, elle est pan-européenne. Ça, alors, quand on veut, il y a certains investisseurs qui sont plus à même de penser un peu plus long terme. Et peut-être que l'instabilité des investissements qu'ils vont avoir sur l'IA va les amener à être un peu plus intéressés à quelque chose d'un peu plus solide, qui est l'investissement dans le hardware, parce que vous n'allez pas être disrupté tous les 6 mois. Il faut 8 ans à 12 ans pour maturer, pour arriver à maturité d'un équipement industriel innovant. Donc, je compte là-dessus, et après, j'en suis fâchée avec mon pôle fonds propres, tellement je les harcèle sur le sujet. Donc, il faut une exit. Exactement, il faut une stratégie d'exit. Alors après, vous avez Safran, mais sur certains sujets très spécifiques. Vous avez Crédit Mutuel Equity. Et puis, il faut regarder les autres. Où est-ce que les autres boîtes de hardware, où est-ce qu'elles ont trouvé leurs investisseurs, puis essayer de taper aux mêmes portes. Donc, moi, j'ai commencé ma liste, et puis je vais probablement faire des rendez-vous pour dire les mecs, faut être plus nombreux à investir dans le hardware. C'est clair que c'est un gros problème. Oui. Si je peux me permettre, il y a quand même un peu plus d'investissement dans le hardware maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc, on est quand même sur une pente intéressante. J'avais une autre question qui était, tu parlais tout à l'heure on finance sur les marchés en croissance, en forte croissance. Est-ce qu'il y a des marchés sur lesquels, à part le chirurgical et puis l'agriculture, vous n'allez pas du tout? Parce que c'est des marchés qui n'ont pas suffisamment de croissance. Non, mais ce que je regardais, c'est les marchés émergents de la robotique. Donc là, tu vois, on commence à se dire qu'avec des progrès de l'IA, générative ou pas, on va arriver à avoir une robotique dans des milieux déstructurés, incertains, et éventuellement peuplés d'humains. Donc, on va dire la robotique sociale, sans dire qu'elle doit être humanoïde, la robotique sociale, on a toujours une forte émergence de tout ce qui est intralogistique, et là, on commence à vouloir des choses de transport automatisé intersite, tu vois, d'un entrepôt à un autre en passant dehors. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités là-dessus.
Les drones, hein, je pense qu'on est très très loin d'avoir dit notre dernier mot sur l'émergence des drones. Et il y a des besoins de plus en plus prégnants. Et ils sont de plus en plus, justement, avec les progrès de l'intelligence artificielle, la navigation dans des milieux incertains, la perception du contexte, etc., va être beaucoup plus j'espère, facilitée. Voilà, je pense que. Alors après, il y a l'équipement industriel, hein, parce que je sais qu'on parle plutôt à des roboticiens, mais j'ai essayé de sauver cette entreprise qui était justement par défaut d'investisseurs en statut d'entreprise en difficulté. Et là, on n'a pas le droit de les aider, hein. Mais qui faisait du dégraissage de pièces métalliques en supprimant l'eau du process. Et c'est pas de la robotique pour autant que m'intéresse. Voilà, parce que c'est bien dans un cadre de économie des ressources naturelles, transition écologique. Voilà. Après, je pense que dans la microélectronique, dans tout ce qui est tri et valorisation des déchets, dans tout ce qui est désassemblage, démantèlement, on a des boulevards de marché dans surveillance et maintenance des infrastructures. On a beaucoup de projets sur ces sujets-là. Donc, je pense que des marchés émergents, on va en voir de plus en plus, d'une manière assez évidente, parce que c'est le hype de la robotique humanoïde, on pense à la robotique sociale, mais il y a vraiment tout ce qui est robotique en milieu extérieur, qui me paraît, que ça soit du milieu extérieur très structuré, voilà, d'intralogistique, entre entrepôts en passant par l'extérieur, à du drone terrestre, agricole, pas agricole, un peu générique. Voilà. Et puis, penser les actuateurs, les capteurs, les motoréducteurs qu'aujourd'hui on achète quand même, même dans nos robots français, essentiellement à l'étranger. Il y a des opportunités de faire du composant hardware pour la robotique ou pour l'équipement industriel. Merci beaucoup Catherine. On avait une autre question sur la robotique agricole. Quelle était la raison du non-financement de la robotique agricole? Et du coup, moi j'ajoute une autre question à ça. Si on a un projet en robotique agricole, on se tourne vers qui? Alors, la raison de la robotique agricole, pas dans la stratégie, dans le cœur de la stratégie robotique, c'est que, on a un pôle qui s'appelle le pôle transition, qui a déjà fait, pas forcément avec un succès majeur, mais qui a déjà fait un appel pour les dispositifs de robotique agricole et avec une consonance achat public, c'est-à-dire qu'on a sponsorisé l'achat par les CUMA, par exemple, etc. Donc, on sponsorisait l'achat d'équipements agricoles, voilà. Que c'est moi, les ministères, dans mon comité de pilotage ministériel opérationnel, les ministères les plus importants, on va dire, parce qu'ils sont coprésidents de ce comité de pilotage ministériel, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et le ministère de l'Industrie, et pas le ministère de l'Agriculture. Voilà, donc ce sujet-là les intéresse moins, et on a essayé de compenser le fait qu'on ne fera pas ça en disant, mais présentez-nous un vecteur générique, hein, quelque chose qui soit à la fois pour le marché. Voilà, si vous me présentez un tracteur autonome, on dira non, c'est pas pour nous, et on le mettra au pôle de transition qui aura ou pas un appel qui correspond. Et sinon, il faut aller sur l'appel générique, IDEMO innove, notamment celui qui vous correspond mieux. Il y en a qu'un que j'ai noté entre les deux, parce que l'autre, il demande un minimum de 4 millions. Donc, on sait que c'est un peu compliqué, mais celui que j'ai mis, il y a une relève aussi en octobre. Il faut essayer d'aller dans ces appels génériques, où là, on est sectaire de rien. Et après, je surveille ça parce que je trouve qu'en robotique agricole, on a des super belles boîtes.
et que ça m'ennuie de ne pas pouvoir, Qui ont du mal à se développer. m'assurer qu'il y a un dispositif qui leur correspond. Donc, je surveille quand même côté transition. S'ils ne relancent pas d'autres appels, je remettrai ça à l'ordre du jour de mon comité ministériel pour dire que il faut qu'on les remette parce que voilà. Et après, vous avez avec Robagri des grands défis robotique agricole. Le monsieur qui s'occupe de ça, c'est Philippe Fessac, qu'il faut peut-être contacter pour voir un peu ce qu'il fait. Moi, ça, c'est toujours pareil. Donc, le contact au SGPI, mon équivalent, c'est Virginie Bernois, P-E-R-N-O-I-S, donc virginie.bernois, @pm, merci, @pm.gouv.fr. Virginie Bernois. Et harcelez-la, peut-être qu'à un moment, elle va dire non, mais vraiment qu'on fasse un dispositif. Je suis ça de près parce que ça m'intéresse, moi, la robotique agricole. Hein. Ça participe à la transition écologique, c'est complètement dommage. Mais bon, on a des périmètres et puis on a des priorités. Mais il y a des appels génériques et puis je surveille ça quand même de près. Super. Merci beaucoup, Catherine. On a une autre question, cette fois-ci du côté militaire. Est-ce que sur le AB robots et machines intelligentes, c'est possible d'avoir un financement pour un projet dont certains robots peuvent avoir une fonction militaire, mais tout le projet n'est pas du domaine militaire? C'est dualité civile-militaire, absolument. Pas de problème, dualité civile-militaire. On essaiera de le fourguer à... Pardon, je ne l'ai pas dit comme il faut pour l'enregistrement. On essaiera de le faire en coordination avec l'Agence Innovation Défense, d'accord, qui a potentiellement plus de budget que nous, tu vois. Donc, on essaye d'aller à l'endroit où c'est le plus pertinent, mais dualité civile-militaire est la bienvenue dans nos appels. C'est le purement militaire qui n'est pas pris. Voilà. Le purement militaire, il faut aller voir l'Agence Innovation Défense. Et c'est pareil, ça fonctionne en termes de relève? Il y a des relèves qui sont timées dans l'année? Non, alors pour l'instant, moi, je n'ai pas encore assez de liens avec ces gens-là. Je leur envoie, je ne sais pas le nom par cœur, et je ne suis pas sûre que ça soit le bon bonhomme, mais je leur envoie, comme je vous envoie à vous, tiens, voilà mes lauréats, ou voilà les projets qui ont été déposés, si des fois il y en a qui les intéressent plus particulièrement, mais pour l'instant, on n'a pas des masses répondues, donc je vais réactiver ça. Voilà, ça fait partie d'un chantier avec l'Europe. Surtout qu'en Europe, il y a le côté Fonds européen de défense et que Digital Europe, Horizon Europe, ils se disent, voilà, quand même, ils ont beaucoup de fonds, donc pareil, ils veulent un peu regarder cette dualité civile-militaire. Donc je pense que c'est un sujet potentiellement intéressant, notamment pour les drones. Hein. Et où l'assistance, enfin les exosquelettes, ça marche aussi, éventuellement, les AGV AMR, les porteurs de charge, enfin il y a pas mal d'assistance aux soldats et ou à la logistique militaire qui sont intéressants. Alors, moi, j'arrive au terme des questions que j'avais notées dans la conversation de la réunion, donc n'hésitez pas à les poser en direct. Sinon, moi, j'en ai encore d'autres en réserve dans ma besace. Après, via Jade, si vous avez d'autres questions, vous posez les questions, elle m'envoie un mail et puis j'essaye de répondre. Hein. Et puis, j'essaye exactement d'envoyer à peu près des news une fois par mois au cluster, pas juillet-août, hein, une fois par mois. Et là, je vous envoie une de rentrée. Mais bon, ça m'a aidé en préparant ce webinaire, du coup, à savoir quelles news je pouvais donner. Donc là, vous les avez à peu près toutes. Je vais détailler les actions qu'on va faire pour l'Europe. Pour essayer de vous y emmener et de vous y accompagner, y compris quand vous êtes des petites entreprises. Après, on a une présence en Europe qui n'est pas, dans les instances européennes, qui n'est pas brillante. Quand on postule, on a un taux de succès supérieur à la moyenne européenne, mais on postule
2 fois moins que les autres. Donc, et on a essentiellement des labos de recherche qui sont membres adhérents ou des grands groupes qui ont leurs lobbyistes à Bruxelles. Hein. Moi, je veux y amener mes petites PME émergentes avec des innovations d'excellence parce qu'elles ont besoin des marchés européens et puis elles peuvent trouver des coopérations européennes et du financement supplémentaire. Je peux prendre un exemple de grands labos de recherche. Hein. On a un projet dans l'électronique, un projet majeur de recherche qui est, on va dire, X millions d'euros. Hein, et le budget a doublé juste parce qu'on a pris le projet et on l'a étendu de 2 ans de plus en intégrant un projet pan-européen. Donc, ça a commencé comme un projet français et on l'a intégré après le démarrage dans un projet européen et ça a permis de doubler le financement, d'augmenter le périmètre du projet et du coup, ils ont doublé le financement qui était un financement conséquent. Parce que quand j'ai dit X, il y avait plutôt 3 chiffres, hein, voilà, X, Y, Z euros. D'accord. Voilà, millions d'euros. Et donc, c'est vraiment un potentiel levier financier. Et puis, c'est surtout un levier de commencer à s'acculturer, puis faire des connaissances avec des collègues européens, hein, plus que des compétiteurs, des collègues européens qui vous permettront peut-être après de faire des accords croisés. Je t'aide à venir en France, tu m'aides à aller en Allemagne, ou en Italie, ou en Espagne, ou dans les autres pays. Voilà. Je fais une petite parenthèse sur les projets européens. On pense tout de suite au guichet Horizon Europe, qui est extrêmement sélectif. Il existe aussi d'autres guichets qui sont moins sélectifs, qui peuvent permettre de mettre un premier pied à l'étrier sur la collaboration européenne. Je pense notamment aux Interreg. Donc, c'est les projets interrégionaux. Grâce à notre façade atlantique, nous, ça nous permet d'avoir pas mal de régions derrière. Voilà, et oui, il y a les IDIH, vous êtes IDIH, je crois que c'est les IDIH qui sont des plateformes qui peuvent vous aider. La recherche. Digital Innovation Europe. Tout à fait. Sur la recherche de collaboration, etc. Après, le mieux, c'est de venir avec une idée et ensuite on travaille ensemble sur quel est le meilleur guichet de financement de l'idée. On ne peut pas avoir l'idée à votre place. Voilà, et ben, je peux citer mon petit Corse parce que je ne sais pas où ils en sont du process de décision, mais vous aviez une petite boîte de robotique Corse qui fait du robot, un peu d'exploration, de canalisation, etc., et notamment en mode immergé, donc pour les canalisations d'eau. Et ils ont répondu à l'appel à projet robot d'excellence et ils ont été transférés à l'appel à projet Innove-où. Voilà, parce que du coup, ils vont rentrer dans les spécificités, ils vont avoir des experts un peu plus spécifiques dans les comités d'instruction et de sélection. Et le comité d'instruction, ce n'est pas juste des gens qui sont là pour dire on n'en veut pas, tu as ce problème. Ils sont aussi là pour dire attends, ce qui manque à ton projet, c'est ça. Et ils envoient passer des tonnes. Donc, ils ont des vrais conseils. Donc, voilà. Super. On prend une dernière question géographie. Est-ce que, Catherine, tu sais si on a des projets en Pyrénées-Orientales? C'est quoi les numéros de département? Il faut me donner les numéros de département parce que moi, je peux les trier par département. Je ne peux pas les trier par région. Après, je vous répondrai derrière, hein, parce que alors, il faut que je rentre dans un fichier où il n'y a plus de... C'est 66. 66? Attends. Oui. Parce que forcément, mon ordi se déconnecte si je ne l'utilise pas. Donc, je vais essayer de répondre vite. Synthèse, projet 66. On s'amouline, hein, on a des ordi archaïques, on n'a pas le droit au visio. Mais au pire, je répondrai à Jade, parce que là, ça va mouliner pendant et puis je me le note. Projet dans le 66.
J'en profiterai pour filer les infos de qui est le correspondant référent Europe dans le 66. Ouais, non, ça mouline, je ne peux pas d'y arriver là. Et je répondrai. Je répondrai via Jade, hein, parce que je ne connais pas forcément tous vos adresses email. Et après, j'avais commencé, puis forcément le webinaire démarre, mais moi je suis OK. Demandez-moi de vous connecter avec moi sur LinkedIn si on ne se connaît pas sur LinkedIn, parce que ça m'arrive de poster des trucs. Et puis, du coup, quand je veux connaître mieux une entreprise ou je veux interagir plus directement avec une entreprise, eh ben, que je ne connais pas, je passe souvent par LinkedIn en demandant à la personne avec qui je suis connectée de c'est quoi ton adresse mail, et puis ça me permet de vous rentrer aussi dans notre Customer Relationship, notre CRM. Et ça rappelle des tas de souvenirs à Jade là-dessus, mais... Voilà. Et du coup, la meilleure manière de se connecter pour toi, du coup, c'est LinkedIn. J'enverrai ton LinkedIn. Si vous m'envoyez des mails et que vous voyez que je ne réponds pas, relancez le mail, mais c'est vrai que je reçois beaucoup de mails et puis que je ne peux pas les traiter, j'arrive pas à les traiter tous. Sur LinkedIn, je regarde qu'une fois par semaine, mais je regarde et je réponds. Moi, c'est l'inverse. Oui. Moi, tu m'as répondu très vite, Catherine. Ouais. Donc, comme quoi. Oui, non, parce que c'est à la rentrée. Mes 250 emails non lus, je les ai lus pendant le mois d'août. Là, j'ai l'objectif de rentrer avoir 0 non lu à la fin de la journée. Mais non lu ne veut pas dire traité. C'est un peu le problème. Donc, 66, ça y est, j'ai enfin ouvert. Et donc, après, je ne les ai pas tous renseignés encore parce que non. La réponse est non. Pas dans l'état actuel de mon fichier qui n'est pas forcément complet. Hein, d'accord. Mais dans l'état actuel, non. Et donc, ça manque. J'en ai eu qu'un seul de Corse. Oui, c'est déjà pas mal. Après, on était 3 à 8, puis quand on pense qu'on a filé un autre pôle, on se dit mince. Mais bon, il sera mieux traité. Voilà, c'était aussi, on essaye de faire ces transferts quand ils font sens. Et puis, si vous avez des suggestions, soit vous passez par Jade, soit écrivez. J'avais mis mes coordonnées. Ce que je propose pour éviter de surcharger ta boîte email, c'est n'hésitez pas à passer par moi, je transmettrai. Et puis, voilà, on se cause une fois par mois minimum. Voilà. Super. Donc profitez-en. J'essaye vraiment. Ça, c'est un des trucs que le SGPI veut faire, c'est être plus accessible. Donc, on essaye d'être accessible. Et je pense que via les clusters, c'est le bon. Et alors, je ne sais pas si c'est un cluster, Jocelyn. Pôle. Un pôle, voilà. Les clusters, les pôles, voilà. Ces contacts-là, nous, dans les territoires, on essaye de. En tout cas, moi, j'essaye de les irriguer vraiment d'informations comme ce qu'on s'est dit dans ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Merci de ça. Je pense que le webinaire a été bien apprécié, notamment parce que les informations étaient pragmatiques et sans filtre. Voilà. Merci aux participants. Donc, regardez la liste des lauréats pour vous dire yes, c'est possible moi aussi. Je vous envoie à tous la présentation dans l'après-midi, après un déjeuner bien mérité. Et puis, je vous dis un grand merci d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, à très bientôt. Merci, bon appétit. Merci, Jade. Merci, Catherine. Au revoir. Au revoir.